Bienvenue à tous sur Médian TV Afrique. Selon l'UNESCO, dans une étude de 2017, les États d'Afrique possédant les taux d'alphabétisation les plus élevés sont l'Afrique du Sud, les Seychelles, Maurice, la Libye et Sao Tomé et Principe. Les pays ayant les plus faibles taux sont la Somalie, le Niger, le Tchad, le Soudan du Sud et la Guinée. Quelles sont les avancées, défis et enjeux de l'alphabétisation aujourd'hui en Afrique? Les réponses dans le Talk Afrique de ce jour. On dira bienvenue à Dr Kwaku Benoît. Il est sociologue de l'éducation, maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en communication sociale, et vous êtes également auteur de plusieurs livres dont La réussite paradoxale à l'école. Docteur Kwaku, bienvenue. Merci et bonjour, M. Roman. Alors la première question, c'est de savoir un sociologue de l'éducation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un sociologue de l'éducation, il réfléchit sur les questions d'éducation, mais bien sûr l'impact de l'éducation sur la société, y compris les interactions entre l'école et la société. Et il s'occupe aussi d'étudier donc les questions de réussite, d'échec, tout. Et justement, on aura besoin de vous au cours de cette mission pour comprendre l'alphabétisation en Afrique. Sur ce même plateau, M. Anibertin Kwaku, il est président national de la FIACU, qui est la Fédération ivoirienne des associations centres et clubs UNESCO, et il est par la même occasion vice-président des clubs UNESCO d'Afrique. Monsieur Anibertin Kwaku, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes un acteur de l'éducation en Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, puisque vous êtes vice-président des clubs UNESCO d'Afrique. La FIACU, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? La FIACU, c'est la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Elle est créée depuis 1975, après la naissance du premier club en 1972. D'accord, on s'imagine que l'UNESCO ne peut pas tout faire, donc oui, voilà. Et comme l'UNESCO ne peut pas tout faire par rapport à sa mission, l'État donc, elle s'appuie donc sur les ONG, oui, et les clubs pour réaliser ces grands programmes dont peut-être nous allons parler. D'accord, ces grands programmes, l'éducation, la formation. L'éducation tient une place de choix, une place importante, puisque c'est la base de tout développement. D'accord, on reviendra tout à l'heure pour en savoir plus. Quand on parle d'alphabétisation, des fois on confond cela avec l'illettrisme. On entend des gens dire également que telle personne est déscolarisée. Docteur, aidez-nous à comprendre. C'est quoi l'alphabétisation? L'alphabétisation, on va peut-être commencer en définissant l'analphabétisation et on comprendra ce que c'est que l'alphabétisation. Alors, l'analphabétisation, c'est la situation des personnes analphabètes. L'analphabétisme. Ou l'analphabétisme, voilà, c'est la situation d'une personne analphabète. Autrement dit, une personne qui ne sait ni lire, ni écrire, on va ajouter ni compter, parce qu'ils ne l'ont pas appris. Alors, l'UNESCO va ajouter l'alphabétisation fonctionnelle en indiquant que, par exemple, il ne s'agit pas d'être alphabétisé pour être alphabétisé, voilà. Ce n'est pas une fin en soi d'être alphabétisé. Il faudrait que celui qui a été alphabétisé puisse jouer son rôle donc d'acteur social, et donc au niveau social, au niveau économique, au niveau culturel. Du coup, fonctionnellement, donc, n'est plus fonctionnellement analphabète toute personne qui a appris à lire et qui a développé les compétences et les connaissances nécessaires pour jouer son rôle d'acteur social. Alors on comprend la différence avec l'illettrisme. L'illettrisme, c'est la situation des personnes qui sont allées à l'école, donc qui ont appris à lire et à écrire, mais qui n'ont pas assez de capacités, qui n'arrivent pas à faire avec ce qu'ils ont appris à lire. Donc ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas vivre avec ça, faire avec. On fait bon usage. On fait bon usage, voilà. Alors, la déscolarisation concerne les jeunes de moins de 16 ans, qui sont sortis de l'école pour plusieurs raisons. Alors de plus en plus, on préfère utiliser un autre terme, le décrochage. Le décrochage, ceux qui sont sortis, qui ont décroché, qui sont sortis hors du circuit donc, scolaire. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui part du circuit scolaire dans cette tranche d'âge, mais pour aller travailler,
c'est un déscolarisé, est-ce qu'il a décroché j'ai pas bien pour aller travailler? C'est-à-dire qu'il a moins de 16 ans, il a 15 ans et il apprend un métier, il est en classe de 3e et puis il ne veut plus aller à l'école. Alors, en général, les enfants ceux qui ont moins de 15 ans, 16 ans, jusqu'à ce qu'on soit majeur, la place à l'école, on demande qu'il faudrait généralement avoir vraiment bien apprendre, développer les compétences nécessaires, voilà, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être un acteur social compétent, tout et tout. Parce qu'en fait, le décrochage va plus loin. C'est la personne qui est sortie hors du circuit scolaire, mais qui n'a pas aussi reçu les compétences nécessaires pour pouvoir jouer son rôle au niveau professionnel. Donc, à 15 ans, j'imagine que ce qu'on a appris, c'est peut-être intéressant, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre et on risque de bricoler. Donc c'est tellement à cause de la pauvreté, en raison de la pauvreté. Ou bien sûr, il y a plusieurs raisons. Il y a la pauvreté, il y a le manque d'établissement scolaire, il y a plusieurs raisons qui expliquent que les gens décrochent. Mais aussi, il y a des facteurs au niveau personnel. Hein. Voilà. D'accord. Nous sommes situés sur l'illettrisme, l'alphabétisation qui fait l'objet de cette émission. Monsieur Annie Bertin, vous êtes un acteur pratique de terrain puisque vous êtes le président d'un ensemble, c'est une fêtière l'association que vous dirigez, qui regroupe des clubs UNESCO et qui ont une mission précise. Ceux que vous prenez sur le terrain dans les clubs UNESCO, dans quel état se trouvent-ils? Vraiment, il faut dire que les populations sont dans un état qu'on ne pourrait pas qualifier ici, mais c'est grave. De sorte que nous prenons ces déscolarisés ou alors ces gens qui ne sont jamais allés à l'école et nous les formons. Quelles sont les tranches d'âge la plupart du temps? La spécificité des clubs UNESCO, c'est qu'elles forment même les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 14 ans. Or, l'alphabétisation, normalement, devait former à partir de 16 ans. Mais notre spécificité au niveau des clubs pour l'UNESCO, c'est que parce que nous avons des parents vraiment démunis qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école formelle, alors ils viennent nous les donner puisque c'est pratiquement gratuitement que nous les formons, même si quelquefois ils donnent quelque chose pour qu'on puisse payer les enseignants. D'accord, docteur, vous êtes aussi un enseignant, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans, par rapport à quelqu'un qui commence dès son bas âge, l'encadrement, qu'en est-il? Est-ce que c'est plus difficile? Ça dépend des compétences qu'on a. J'imagine que les gens de l'UNESCO, ils reçoivent la formation nécessaire pour encadrer les enfants de 14 ans. Mais c'est vrai qu'ils entrent avec des handicaps certains, hein, parce qu'ils sont déjà matures. Et puis voilà. Mais tout est toujours possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des difficultés particulières, parce que ça dépend des stratégies pédagogiques qu'on met à l'œuvre. Et voilà. Il y a des fois, ça devient pour ces enfants, d'ailleurs, pour ces enfants de 14 ans et plus, comme un jeu. Ils sont curieux. C'est ce qui est intéressant avec ceux-là. Ils sont curieux. Ils ont une soif d'apprendre. Et voilà. Ils sont venus à la limite de leur propre chef, quelquefois. Ou en tout cas, ils viennent avec envie. C'est un peu différent, par exemple, des enfants qu'on doit traîner à l'école, qui voient l'école comme une corvée et tout. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. D'accord. Sur la même question, vos réalités, ce que vous recevez, oui. À quel niveau se situent les difficultés dans l'encadrement? Les difficultés dans l'encadrement, c'est qu'ils ne savent pas lire, écrire, ni compter. C'est naturel pour quelqu'un qui vient à l'école. C'est-à-dire que quand on prend leur âge, c'est un peu grave. Parce que pour quelqu'un qui a 6 ans, qu'on envoie à l'école, ça peut se comprendre. Mais quand tu vois quelqu'un qui a 10 ans, qui n'est pas allé à l'école et qui vient maintenant apprendre à lire et à écrire, c'est difficile. Et puis ils se disent que quelquefois ils sont en train d'apprendre un métier, donc quelquefois c'est difficile. Mais la question même c'est de savoir pourquoi en ce moment précis là ils viennent apprendre à lire et à écrire. Peut-être pour un métier, oui, pourquoi au juste? Quelles sont les raisons là? C'est ça justement. Soit le parent n'a pas mis l'enfant à l'école et il est mécanicien jusqu'à 10 ans, il est apprenti tailleur, couturier, et
ou bien coiffeuses. Généralement, comme c'est les filles qu'on reçoit pour la grande majorité de nos apprenants, ils éprouvent donc la nécessité d'apprendre à lier. Parce que ça s'impose à eux. Ils se rendent compte que où ils apprennent la couture, ils ne peuvent pas prendre la mesure et puis prendre note. Alors ça s'impose à eux. Et quelquefois, d'eux-mêmes, ils viennent s'inscrire. D'accord. Monsieur, moi, sur la question, ce que j'admire dans ces personnes, chez ces personnes qui viennent apprendre, c'est leur volonté, en fait. Volonté, oui. Elles ont une volonté, mais intéressante. Vous avez les filles de ménage qui viennent et qui disent, moi je veux aller m'inscrire dans un club UNESCO quelque part pour être alphabétisé, parce que pour écrire mes SMS, c'est difficile, ou quand je reçois des messages, c'est difficile de le faire. Donc vous voyez, c'est des gens qui viennent avec la volonté, et même quand c'est difficile, c'est intéressant quand même. Et celui qui forme aussi est quand même... c'est du tonus quand même, c'est une motivation, ça l'encourage, voilà. D'accord, dressons un état de lieu en Afrique. S'il y a des statistiques plus ou moins, pour qu'on ait une idée claire de comment l'alphabétisation évolue jusqu'à aujourd'hui. Je crois que dans votre introit, quand même, vous l'avez dit, il y a des pays qui sont au sommet quand même, comme l'Afrique du Sud et autres, et les Seychelles, l'île Maurice, tout, qui sont... Voilà, il y a une évolution. On sait qu'en Afrique du Sud, par exemple, si ma mémoire est bonne, en 2000, on était à 82%, et en 2017, on parle de 93%. Voilà, environ, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, voilà. Et puis, donc, il y a quand même quelques évolutions. Mais en revanche, vous avez des pays dans lesquels ce n'est pas réalisant, malgré tout l'effort qui est fait. Les pays de l'Afrique subsaharienne. De l'Afrique, voilà, subsaharienne. Quelles sont les raisons? Oui, mais là, la question, on vous la pose. Il y a la pauvreté, on met tout sur la pauvreté, c'est vrai, mais aussi vous avez les nombreuses guerres aussi, qui n'en finissent pas, et puis voilà. On préfère utiliser les enfants comme des soldats, les enfants soldats, tout. Donc, il y a les guerres, il y a la pauvreté, et puis il y a les questions, on va dire, de culture, la sclérose culturelle, quoi. Des parents pensent qu'il faudrait que les enfants les placent au champ, aujourd'hui encore. Hein. Ouais. Donc les parents qui viennent enlever les enfants, sortir les enfants des classes pour aller au champ. Voilà. D'accord. Sur cette même réalité, sortir les enfants des classes, est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec tout ce que le gouvernement fait, l'école dite gratuite, obligatoire, ainsi de suite, Monsieur le Président, quelle est la réalité? La réalité, c'est que même si les choses ont évolué dans le bon sens, mais il faut dire que ce que le docteur vient de dire, c'est la dure réalité quand même. Il y a des parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Et quelquefois, c'est eux-mêmes qui prennent conscience à leur âge pour venir à l'école. Mais avec la scolarisation, l'école obligatoire aujourd'hui, je pense que les choses vont changer. D'accord, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, c'est certainement un appel à leur endroit, mais dites-nous, quelle est l'importance de l'alphabétisation, on va dire, pour le continent africain? Ah oui, je crois que plus que tous les autres continents, le continent africain a besoin d'être alphabétisé. Il a besoin de l'éducation en général et l'alphabétisation en particulier. Il faudrait qu'on apprenne, qu'on se forme, qu'on aille à l'école, tout et tout. On est dans la pauvreté. L'alphabétisation, c'est le moteur du développement et du développement durable. Si on veut vraiment que aucune nation dans le monde n'a été développée sans formation, sans éducation, sans alphabétisation importante. Et je crois que les États africains l'ont compris. Et les gouvernants essaient de faire comme ils peuvent. Ils en ont plus conscience. C'est le moteur du développement, la formation. L'éducation, j'ai dit l'éducation en général. Et quand j'ai dit l'éducation formelle, informelle ou non formelle, voilà. D'accord, Monsieur Annie Bertin, il y en a qui certainement aujourd'hui se disent j'ai mon argent, j'ai mes entreprises, j'évolue, pas besoin forcément d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Docteur Kwaku le disait, le développement s'appuie sur l'éducation. Alors revenons toujours aux enjeux même de l'alphabétisation pour le continent africain. Ces personnes qui se disent qu'elles n'ont pas besoin de lire et écrire, y a-t-il une différence entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école?
Ah oui, il y a une différence entre ceux qui sont allés à l'école, parce que ceux qui sont allés à l'école, ils voient bien les avantages que ceux qui sont à l'école ont, et quand ils se regardent, ils voient dans l'état dans lequel ils sont. C'est quoi ces avantages-là? Ils voient que ceux qui sont allés à l'école ont un rang social bien, alors que celui qui n'est pas allé à l'école, aujourd'hui, il est dans une situation de précarité. Pas toujours, il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui emploient. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Oui. Il y en a qui ne sont pas à l'école, qui emploient même ceux qui sont à l'école. Oui, mais il faut dire, si on ne doit pas trop mettre l'accent, je dis ça parce que je n'ai pas envie de mettre l'accent sur cet aspect de la chose. Nous sommes là pour faire la sensibilisation. Et donc, si nous disons que oui, même il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école qui ont réussi, ça, c'est une infime minorité. Et donc, il ne faut pas mettre l'accent sur... Oui, docteur, sociologue de l'éducation. Je ne sais pas si on a les statistiques pour parler d'infime minorité, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école et qui ont réussi dans la vie, qui ont pu arriver au niveau matériel à un bon point considérable. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un manque. Et vous les entendez vous dire, c'est vrai que j'ai tout, mais ce qui me manque, c'est que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. On m'a beaucoup grugé, on m'a beaucoup manipulé, on m'a beaucoup ceci, on m'a beaucoup cela. Si je savais lire, ce qu'on m'a fait ne serait pas arrivé. Je n'arrive même pas à voir clair dans mes propres affaires. Je peux me débrouiller, mais aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'éducation, je veux dire, instaurée, formelle. On connaît par exemple des personnes qui sont femmes ou hommes d'affaires, mais pour aller faire des versements à la banque, il faut remplir des fiches. Voilà, on peut se faire gruger assez facilement. Bien, c'est clair. Donc, ces gens-là, il y a toujours un fond, un petit fond, et même un grand fond, un regret et un pincement. Et dit, si j'étais allé à l'école, quelquefois elles vont plus loin, elles te disent, j'en veux à mes parents de ne m'avoir pas envoyé à l'école. Et puis vous avez des gens découragés qui, à l'âge adulte, reviennent à l'école pour dire, écoute, j'ai de l'argent, mais je viens encore, je vais apprendre à écrire, à lire et à écrire. Et on en connaît, D'accord. Puisqu'on parle d'alphabétisation, quel serait l'impact de l'alphabétisation sur le développement de l'Afrique et même de la Côte d'Ivoire, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire? C'est grand l'impact de l'alphabétisation sur nos différents pays, parce que celui qui sait lire et écrire, il va avoir un bon travail, et quand bien même celui qui n'est pas allé à l'école, qu'il a beaucoup d'argent, il a besoin aussi d'être alphabétisé pour pouvoir faire avancer son affaire. Donc, l'alphabétisation a un impact considérable, parce que il faut dire que, comme on le disait souvent, celui qui ne sait pas lire, c'est comme un malade qui s'ignore. Donc, l'alphabétisation, c'est le moteur du développement, et il faut que tout le monde s'y mette. Le retard de l'Afrique est, selon vous, lié à cette réalité? Est-ce à dire que si nous avons 80-90% de personnes qui savent lire et écrire, qui sont alphabétisées, qui sont instruites, on fera un bond qualitatif? En tout cas, je sais que le développement de l'Afrique, l'éducation compte pour beaucoup. En tout cas, le manque d'éducation, le manque de formation compte pour beaucoup dans la traîne au niveau du développement de l'Afrique. Si l'Afrique était développée, je pense que beaucoup de choses, étaient assez alphabétisées, étaient assez formées, beaucoup de choses iraient plus facilement. Je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure, parlant de son importance, de ses avantages. Regardez au niveau des femmes, par exemple. C'est souvent à leur niveau qu'il y a un problème. Quelquefois, on préfère envoyer les enfants, les jeunes, les garçons à l'école et on laisse les femmes. Mais ce sont elles qui sont les mamans au foyer. Et toute l'éducation est dans leurs mains, y compris au niveau même sanitaire et au niveau des médicaments. Alors, papa n'est pas là. Et si maman doit donner des médicaments à son enfant, on dit voilà, donner des doses de 2 cuillères 3 fois par jour, 2 fois par jour. Elle ne sait pas lire, elle ne voit pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, au niveau même de la santé, tout et tout. Combien de fois
les mamans analphabètes qui sont dans les foyers n'ont pas signé les documents qui ont compromis leur maison. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, au niveau même domestique, ou à grande échelle, vous voyez, c'est vrai que c'est passé l'époque des... Enfin, je ne sais pas si c'est passé, des coopérants. Mais voilà, on en a toujours besoin, mais il est toujours intéressant que la formation, l'éducation, c'est la première des choses. Je pense que ça fait partie des fondamentaux, si ce n'est pas l'élément fondamental du développement. D'accord. Revenons au niveau des clubs UNESCO, puisque vous avez un appui sur le volet éducation en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de la FIAQ? Au niveau de la FIAQ, c'est des ONG qui éprouvent le besoin de faire partie de la grande famille des clubs UNESCO. Donc, ils envoient leur dossier, ils déposent leur dossier au niveau de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, que Madame le ministre de l'Éducation nationale, président de la Commission nationale, accrédite. Au regard de leur dossier, quand vous êtes donc accrédité, vous faites partie désormais de la Fédération des clubs pour l'UNESCO. Et à partir de là, bon, il y a le bureau national qui fonctionne, et puis nous avons des délégations régionales que nous avons mises sur pied. Nous avons découpé, divisé la Côte d'Ivoire en 20 délégations régionales. Et il y a des délégués régionaux sur la base du découpage administratif, mais nous avons regroupé certaines régions pour en faire 20 régions. Et en Côte d'Ivoire, vous avez 181 clubs. Nous avons 181 clubs et 20 délégations régionales qui sont comme les présidents de l'Assemblée nationale, puisque dans chaque région, il y a un certain nombre de clubs qui élisent un délégué régional. Et ces délégués régionaux élisent celui qu'on appelle le délégué fédéral. D'accord. Très belle organisation. Voilà. Mais dites-nous de façon pratique les résultats que cela produit sur le terrain. Alors, nous avons même augmenté le nombre des délégations régionales. Il y en avait 15. C'est pour une gestion de proximité que nous avons augmenté le nombre des délégations régionales, pour faire en sorte que ces délégués régionaux qui sont plus outillés encadrent les autres qui viennent d'arriver pour que on ait des résultats probants. D'accord. Parlant de résultats, justement, après l'encadrement, fin d'année après fin d'année, oui, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que les apprenants qui viennent en retard apprendre ont de bons résultats, sincères, et d'autres sont encouragés même à aller à l'université? Oui, bien sûr. Depuis, je l'ai dit, depuis 1975, c'est depuis 1975 que les clubs UNESCO existent, que la fédération existe. Nous avons formé beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités même de ce pays au niveau des clubs UNESCO. Parce que c'est le président Houphouët-Boigny qui, ayant vu la nécessité de l'alphabétisation, l'importance de l'alphabétisation, s'est dit que, en plus du fait qu'il avait mis l'accent sur l'éducation et qui était considérée comme la priorité des priorités, à côté, il avait vu quand même que aussi il y avait un grand nombre de personnes qui n'étaient pas alphabétisées, et ceux-là, c'est eux que nous prenons avec les ONG pour les mettre à l'école pour qu'ils sachent lire et écrire, et mettre ces compétences-là à la disposition, mettre ces compétences à leur disposition pour que dans leur vie professionnelle, ils puissent s'en servir. D'accord. Quels sont les défis actuels de l'alphabétisation en Afrique? On a vu les différents taux, on a parlé des rangs. L'Afrique n'est pas toujours très bien logée. Quels sont les défis en ce moment? C'est de combler tous ces manques que nous avons soulevés tout à l'heure, c'est de combler tous ces vides et de rattraper tout le retard accumulé. Donc, il faudrait une organisation. Je crois que en cela, les clubs et les ONG jouent un rôle important. J'ai failli dire si ces clubs-là, ces ONG n'existaient pas, il fallait les créer. Et donc ça, c'est l'un des défis aussi qu'il faudrait
voir les partenariats avec les États et donner les moyens nécessaires pour que le travail se fasse comme il faut. Tout le monde ne va pas à l'école formelle, donc donner toute la chance nécessaire aux uns et aux autres. L'école pour tous, il faut en faire une réalité. L'autre défi, c'est qu'il faut faire de l'éducation et dans la pratique un véritable droit humain en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Il ne faut pas que ce soit dans les textes qui disent que c'est un droit, mais que ce soit dans les faits un droit. D'accord, très bien. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons conclure avec vous. Vous avez 181 clubs sur le territoire national. Quels sont vos prochains défis au niveau des clubs UNESCO par rapport à l'alphabétisation? Par rapport à l'alphabétisation, vous voyez, nous venons en appoint à l'État. Nous accompagnons le gouvernement dans sa mission régalienne d'éducation, je veux dire. Oui. Et nous pensons, nous implorons l'État, les bonnes volontés à venir en appui aux clubs et aux ONG qui exercent dans le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation. D'accord, c'est tellement l'appel aussi est lancé à toutes ces personnes qui ne vont pas à l'école et qui refusent de venir apprendre pour que la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière puissent se développer. Merci, docteur Kwaku Benoît. Vous êtes sociologue de l'éducation, maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny en communication sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à M. Annie Mbertin Kwaku, président national de la FIACU, Fédération ivoirienne des associations, centres et clubs UNESCO, vice-président Club UNESCO d'Afrique. Merci d'être venu. Merci, M. Omar. C'est nous qui vous remercions. Je voudrais saisir cette occasion pour vraiment remercier Madame le ministre de l'Éducation nationale. Merci, appel entendu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Médium TV Afrique.